a été écrit à un certain moment.
3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Plus du 27e, un bon mystère d'étercif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur Console. Avec votre permission, 10 sols. Plus de 10 jours le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là car il me fit bien dormir. 10 et 15, 16, 17 sols et 6 deniers. Plus du 28e, une potion cordiale et préservative composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance. 5 livres? Ah, Madame Florent, tout doux, s'il vous plaît. Et si vous en usez comme ça, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. Et voilà, 10, 20, 30 et 40 sols. 3 et 2 font 5, et 5 font 10 et 10 font 20, 60 et 3 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à Madame Purgon, afin qu'elle mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne. Et j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point. La sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d'affaire. Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds. Toilette. Drelin, drelin, drelin. Ah, chienne, ah, carogne. Ah, tout comme si je ne faisais pas de bruit. Ah, drelin, drelin, drelin. Ils laisseront comme cela un pauvre malade tout seul. Drelin, drelin, drelin. Oh mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin. On y va. Ah, chienne, ah, carogne. Dieu me fait de votre impatience. Vous pressez si fort mes personnes que je me suis donné un gros coup de la tête contre la canne d'un volet. Traîtresse. Ah, il y a une heure, tu m'as laissé. Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Ça m'en a pas changé la vie après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, Caroline. Et vous m'avez fait casser la tête, la regalance, qui t'inquiète si vous voulez. Quoi, coquine? Si vous querellez. Je pleurerai. Mais ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Quoi? Je ne mêle point de ces affaires-là. C'est à Madame Fleuron à y mettre le nez, puisqu'elle en a le profit. Prendrez soin de me tenir prêt un bouillon pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ouais. Cette Madame Fleuron-là et cette Madame Purgon, c'est des chiens sur votre corps. Elles ont en vous une bonne vache à lit.
bien savoir quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. C'est vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà, prête à vous oublier. Attendez un peu. Je vais revenir. Donnez-moi mon bâton. Allez, monsieur, allez. Madame Ferrand vous donne des affaires. Toinette, regarde-moi un peu. Eh bien, je me regarde. Toinette, Oh, eh bien, voilà, ne Toinette. devines-tu point de quoi je veux parler? Ah, je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roule tout notre entretien. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'en entretenir? Mais vous n'en donnez pas le temps. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui, Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? oui. Que l'on ne peut en user plus généreusement Oh, et d'accord. qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Mais oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne, Assurément. que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble, Ouh, cela est sûr. et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce, tous empressements de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire? Oh, vous avez raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il aime autant qu'il me le dit? Ah, ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Et les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. J'ai vu de grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il possible qu'il ne me dise pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution que vous écrivit hier, qu'il était de vous faire demander en mariage, est une faute de voix à vous faire connaître si vous dites vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. À Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre frère qui revient. Pour ça, ma fille, j'ai à vous dire une nouvelle à quoi peut-être ne vous attendez pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que là, vous riez? Voilà un mot plaisant, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Nature, nature. Oh, c'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas entendre parler de ce mariage. Mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Oh, mon père, que je vous suis obligée de toute volonté. En vérité, je vous ai gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez jamais faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais content, et toi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu fait? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne tarderai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais c'est tant mieux. Ils disent que c'est un grand, beau, jeune garçon, bien fait, Ah oui, mon père, de belle taille, tout à fait, agréable de sa personne, assurément, de bonne physionomie, très bonne, fort honnête, le plus honnête du monde. sage et bien né, Oui, mon père. qui parle bien grec et latin.
vous? Madame Purgon. Est-ce que Madame Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'elle le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Madame Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui! Eh bien, c'est le neveu de Madame Purgon, le fils de sa belle-sœur, le médecin, Madame Diafoirus, et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là, Madame Purgon, Madame Florent et moi, et ce prétendu gendre doit m'être amené par sa mère demain matin. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébourdi. C'est... En fait, je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque, et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es? Ah, mon Dieu, tout doux, hein! Vous allez bien mort vos invectives! Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble, sans nous emporter? Là! Parlons de sang-froid! Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. Eh bien, voilà-t-il une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment si je suis malade? Impudente que tu es, si je suis malade! Oh, eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons pas de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et même plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est bon pour la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en d'un je vous donne un conseil? Et quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Il a raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira pas. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de Madame Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Et j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne croit. Madame Diafoirus n'a que ce fils-là pour héritier, et de plus, Madame Purgon, qui n'a ni fils, ni mari, ni enfant, lui donne tout son bien au fait de ce mariage. Et Madame Purgon est une femme qui a 8000 bonnes livres de rang. Ah! Il faut qu'elle ait tué bien des gens pour s'être faite si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose. Sans compter le bien de la mère. Oui, tout cela est bel et bon, monsieur. Mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Et si, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Eh non, Et pourquoi ne le dirais-je pas? on dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et moi, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai trop. Non, elle ne le fera pas, vous dis-je. Et elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous, Moi. bon, Comment? vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non, Non. non. Ouais, voilà qui est raison. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si j'en veux. Non, vous, dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Oh, la tendresse paternelle, prendre. Elle ne me prendra point. Une petite larme de fleur, des bras jetés. Oh, Mon petit papa mignon, prendre ses tendrement, sera assez pour vous toucher. tout cela n'y fera rien. Oui, oui. Ah, je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Oh, il ne faut point dire, bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Oh, je ne suis pas bon naturellement. Et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade.
je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Restons que nous sommes, et quelle audace est cela d'une coquine de servante d'oser parler de la sorte devant son père. Ah, quand un maître ne sait pas ce qu'il fait, une servante bien censée est en droit de le redresser. Oh, insolente, il faut que je t'assomme. Oh, je dois m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Oh, viens ici, que je t'apprenne à parler. Non, je ne crois pas vous laisser faire de folie. Chienne. Je ne consens pas échouer à ce mariage-là. Bondin. Je ne peux pas qu'elle épouse votre sauvage Caparus. Carotte. Et elle m'obéira, plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne peux pas m'arrêter, cette coquine-là, hein? Mon père, ne vous faites point malade. Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh. 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 En vérité, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Ah, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. Mamie, cette coquine-là me fera mourir. C'est une impertinente. Elle est cause de toute la ville que je fais. Oh, mon cœur, elle a tort. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente, et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut aujourd'hui de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Voilà, Toinette. Madame. Pourquoi donc? Qu'est-ce que vous mettez, mon mari? Moi, madame? Oh, hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et je me songe à mon père, monsieur, pendant toutes choses. Oh, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de madame Jacob. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle. Mais je croyais qu'il serait mieux de la mettre dans un couvent. Eh bien, je trouve qu'elle a raison. Oh, amour, vous la croyez? C'est une scélérate, elle m'a dit sans insolence. Oh, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré des oreillers que je laisse dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien d'enrutant que de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, que je vous suis obligé de toutes les bontés que vous avez pour moi. Levez-vous que je mette ceci sous. Mettons celui-ci pour vous appuyer. Et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos. Oh. Et celui-là pour soutenir votre tête. Et celui-là pour vous garder du serment. Tu veux m'étouffer?
Mamour, vous ne connaissez pas la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi et il faudra bien 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Non, mon ami, apaisez plus. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Mon petit-fils. Et pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, je vous ai dit, faire mon testament. Oh, mon Dieu, mon fils, ne parlons point de tout cela. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Maman, je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Oh la voilà, là-dedans, que j'ai amené avec moi. Approchez, Madame de Bonnefoy, prenez un siège. Ma femme m'a dit, Madame, que vous étiez une fort habile femme et tout à fait de ses amis, et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je peux faire. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et j'ai appris que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, et dans la plupart des pays coutumiers, c'est ce qu'il se peut. Et la disposition serait nulle. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie d'en parler à mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point des avocats qu'il faut aller, car ils sont ordinaires sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus imprudentes. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les affaires, autrement nous ne ferions rien, et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, madame, que vous étiez une fort honnête et fort habile femme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez choisir doucement une amie intime de votre femme, à laquelle en bonne forme, par votre testament, vous lui donnerez tout ce que vous pouvez. Et cette amie ensuite le rendra vie. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent et des billets contents que vous pourrez avoir payés à vos porteurs. Oh mon Dieu, mon fils, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. C'est bien faute de vous. Je ne veux plus rester au monde. Mamie. Mon ami, si la vie vient pas vous perdre, Oh, ma chère femme. je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que Maman. Vous me fendez le cœur. Consolez-vous, je vous prie. Ces larmes sont hors de saison, ne sont point encore là. Oh, madame, vous ne savez point ce que c'est qu'un mari honnête quand on Le regret que j'aurai, l'amour, si je meurs, c'est de ne point avoir un enfant. Madame Bureau m'a dit qu'elle m'en ferait encore faire un. Cela pourra venir encore. Et il faut, maman, faire mon testament, comme madame dit, mais d'abord, par précaution, je veux vous remettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans mon coffre et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damis et l'autre par monsieur Géron. Non, 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 ne parlons point de tout cela. Ah? Combien dites-vous qu'il y a dans votre coffre? 20 000 francs, mamie. Je ne veux bien, je ne veux point de tout cela. Oh,
est de 6 000 francs et l'autre de 4 000. Oh, tous les biens du monde ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, madame, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Et voilà avec un notaire. J'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort pas. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts ou épouse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Je t'en prie, Toinette, ne m'abandonne point dans l'état où je suis. Moi, vous abandonner? Mais j'aimerais mieux mourir. Oh, votre belle-mère a pour me faire sa confidente et me pouvoir jeter dans ses intérêts. Je n'ai aucune inclination pour elle. J'ai toujours été de votre parti. Laisse-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet. Je veux changer de patrie. Toinette! Oh, voilà qu'on m'appelle. Ah, bonsoir. Reposez-vous sur moi. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, Où c'est-vous? Quelle surprise! Que venez-vous faire, cela? savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et savoir ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'appelait averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il faut des mystères. Et l'on vous a dit les 3 gardes où allez-vous venir. On ne la laisse ni parler, ni sortir. Aussi ne viens-je pas comme Léon et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. J'entends son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Madame Turgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, tous allés et tous venus. Mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, voilà Ah, par le bas, Bandarde! Tu viens là m'ébranler le cerveau, tu ne sais pas qu'il ne faut pas parler aussi haut à des malades. Mais je voulais vous dire que... Ah, par le bas, te dis-je! Je dis que... Eh? Je dis que... Qu'est-ce que tu dis? Oh, je dis qu'il y a là un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur! Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Oh, comment qu'il se porte mieux? Mais cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve un bon visage. Mais que voulez-vous dire avec votre bon visage? Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Monsieur ne s'est jamais si mal porté. Elle a raison. Il marche.
la part du maître enchanté de mademoiselle votre fille, il s'est vu obligé d'aller pour quelques jours à la campagne. Et comme son ami intime, il m'a chargé de lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vînt à oublier ce qu'elle savait déjà. Fort bien, appelez Angélique. Ah non, non, non! Ah non, monsieur, je crois qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Si, faites-la venir. Mais non, monsieur! Il ne pourra lui donner leçon en particulier. Non, non, comme il faut, ce n'est pas possible. Si fait. Mais non, monsieur! Cela ne fera que vous étourdir le cerveau l'état où vous êtes. Point. J'aime la musique et vous, allez voir un peu si ma femme est habillée. Voici Angélique. Approchez, ma fille. Votre maître enchanté est allé au show et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ciel! D'où vient cette surprise? C'est Quoi? Qui vous émeut de la sorte? mon père. Comment? C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne, faite tout comme monsieur, s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Ce n'est pas être malheureux, mademoiselle, que d'occuper vos pensées, soit en veillant, soit en dormant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque mauvaise phase dont vous me jugiez digne de vous tirer. Et il n'y a rien que je ne fiche pour... Monsieur, je suis pour vous maintenant, et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici Madame Diaphorus la mère, et Monsieur Diaphorus le fils. Que vous serez bien engendrés. Voilà le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi, et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez pas, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est me faire beaucoup d'honneur, monsieur, que de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. Demandez-le un peu à son maître de musique pour qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai point. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range. Les voici. Madame Turgot, madame m'a défendu de découvrir ma tête. Mais vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pas pour leur porter de la commodité. Je reçois, madame, Venons ici. avec beaucoup Mon de fils joie, papa et l'honneur vous témoignez du ravissement du j'aurais sang, souhaité de la pouvoir aller vie, chez du vous. peuple, de l'honneur, de votre... Vous savez, madame, ce que c'est qu'un pauvre malade. Et vous Je veux assurez faire autre dans les chose. choses qui dépendront de notre métier, cherchera de même qu'en cette tout occasion autre. de vous montrer qu'il est tout à votre service. À vous témoigner notre scène. Allons Thomas, faites vos Monsieur, je viens saluer, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel je dire que je me trouve plus redevable vos premiers. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre esprit, et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus de corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens pour précieuse cette future filiation dont je viens vous rendre aujourd'hui mes très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges où l'on sort si habile homme. Baiserai-je? Oui, oui, mon fils. Madame, c'est un injustice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Ce n'est pas ma fille, c'est ma femme à qui vous parlez. Et où est-elle donc? Elle va venir. Attendrai-je vous faire qu'elle soit venue? Mais faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus de moins que la statue de Ménon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait récupérer des rayons du soleil. Tout de même me semble-t-il dans ce transport à l'apparition du soleil de beauté. Et comme les naturalistes remarqueraient la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cette apparition, mais mon cœur d'argent l'avant tournera-t-il toujours vers les affres grandissants, les beaux yeux adorables, ainsi que vers le premier. Vous ferez, mademoiselle, que j'attende aujourd'hui à l'hôtel de vos charmes
cela? Je dis que si monsieur est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Mettez-vous ici, Baptiste. Vous voyez que tout le monde admire monsieur votre fils, et je vous trouve bien heureux de voir un garçon comme cela. Oh, monsieur, ce n'est pas parce que je suis sa mère, mais je puis dire que je suis sujet d'être contente de lui. Et tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Quand il était petit, il n'a jamais été mièvre et éveillé. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Cette lenteur, cette pesanteur d'imagination est la marque même d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais se réalisait contre les difficultés. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable. Il ne s'y passe point d'acte où il aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Et il est ferme dans la dispute, fort comme un turc sur cet article, n'en démord pas de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur autre chose, ce qui me plaît en lui et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de ce siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ai présenté à mademoiselle comme un hommage que j'ai pu voir des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile. Je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, donnez! Elle servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de bien. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure qu'il est, selon nos médecins, du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. Et qu'il est du tempérament qu'il faut pour faire des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, madame, de le pousser à la cour afin de lui donner une charge de médecin? À vous parler franchement, notre métier auprès des corps ne m'a jamais paru bien agréable. Et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on se met point en peine de tout ce qui peut nous arriver. Et ce qui vient de fâcher au carrément, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de croire que vous autres médecins vous les guérissiez. Mais point auprès de pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir, s'ils peuvent. Cela est vrai. On est obligé qu'à traiter les gens dans les livres. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il me venait en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra que l'on a fait depuis peu.
Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez point et me laissez vous expliquer ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais il suffira que je me fasse entendre et on aura la bonté de me pardonner par la nécessité où je suis de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de faire vivre, telles que la passion et la nécessité peuvent faire couler à deux personnes qui parlent d'elles-mêmes et disent des choses sur le chanteur. Fort bien. Écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger qui est attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait plus commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage. Et, après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère. Il voit une jeune personne de beaux yeux qu'il n'eut jamais vus, verser des larmes qu'il trouva les plus belles. Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et la bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si touchante et si passionnée que le berger n'y peut résister. Chaque parole, chaque regard est un trait plein de flammes dont son cœur se sent pénétré. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà immédiatement à souffrir tous les maux de l'absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte dans laquelle on tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire. Mais dans le même temps, on lui apprend que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Son amour au désespoir lui fait alors trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour connaître ses sentiments et savoir la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y découvre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose tendresse à son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de la bergère comme auprès d'une conquête qu'il est assuré. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Et enfin, il force toute contrainte et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle fils, c'est trop souffrir. Au ponce du silence, ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? Vous voyez, Tircis, triste et mélancolique, vos apprêts de l'hymen dont vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous en dire assez. Ouais, je ne savais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi à livre ouvert, sans hésiter. Hélas, belle fils, faut-il que l'amour de Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je demandais 20 points dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Aux paroles de la porte, et je l'ai entendu hélas, redites l'infinis, que je m'en passe. Oui, Tircis, je vous aime. Le prince d'en finir, Je vous aime. recommencer sans foi. Je vous aime. Ne vous emplacez pas. Je vous aime. Oui, Tircis, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mais Félix, une pensée bien troublée, nous transporte. Un rival
Mais un père, c'est un de l'assujetti. Plutôt mourir que ne jamais y consentir. Plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Ah, voilà, son père, que ce père-là, de supporter pareille sottise sans rien dire. Oh mon amour! Non, en voilà assez. Ah, cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis est une impudente d'oser parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah. Je ne vois là que de la musique écrite. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Nous savions point, monsieur, que l'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes même. Fort bien. Je suis votre serviteur. Jusqu'au revoir, monsieur. Nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme. Et voici le fils de Madame Tirfoirus. Madame, c'est une femme de justice et celle vous a précédé le nom de Bel-Air, puisque l'on voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos. Bonsoir. Puisque l'on voit sur votre vie. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé à les bras. Allons te voir. Gardez cela pour une autre fois. J'aurais voulu, Mamour, que vous eussiez été là tantôt. Ah oui, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom et à la fleur nommée Héliotrope. Allons, ma fille, tapez dans la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Mon père. Bien quoi, mon père? Qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-moi au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi. Il n'est pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a encore pas fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, bien. Vous aurez tout le loisir de faire cela quand vous serez mariés ensemble. Mon père! Mais bien quoi? Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir épouser quelqu'un qui serait à lui par contrainte. Nego cum secontia, mademoiselle. Et je puis être honnête homme et pouvoir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, qu'ils avaient pour coutume d'enlever de force les filles de la maison des pères, afin qu'il ne semblât pas que ce fût leur plein gré qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Nous sommes les gens de maintenant. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguons, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo. Mais dans ce qui la regarde, nego. Monsieur est prévenu du collège, il vous donnera toujours votre reste. Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerai point à se marier. Et je sais bien ce que je ferai. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les jeunes filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer d'en épouser un que je ne puisse pas aimer. C'est-à-dire que vos pensées ne
sont faits pour le mariage. Mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et pour sans scrupule, de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, à la vérité, n'y font pas tant de façons. Elles regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser mes épaules. Tout cela ne servira de rien, madame. Je serai sage en le pied. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a pas de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours ou monsieur ou un couvent. Je suis fâchée de vous quitter, mais j'ai une affaire en vie dont je ne puis me dispenser. Allez, mamie, y passez chez votre notaire. Adieu, mon ami. Voilà une femme qui m'aime, cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de lui. Madame, dites-moi un peu comment je suis. Thomas, venez prendre l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son Quittikis. Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, Qu'il est durjuscule, pour ne pas dire dur, bon, bien, repoussant bébé, et même un peu caprisant, optimé. qui témoigne d'une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Oh, Non, Madame Turgot dit que c'est du foie que je suis malade. oh, qui dit parenchyme, dit l'un et l'autre, à cause de cette étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du... à se rêver du bilan. Et souvent des... méacomidocs. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Oh, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment. Et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Eh, Madame, combien de grains de sel faut-il mettre dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par des nombres impaires. Jusqu'au revoir, Madame. Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle prenez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille. Oui, oui, votre petite fille. Je pourrai vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, mamie, envoyez-la ici. Oh, l'effronté! Je ne m'étonne plus de sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, papa? La maman m'a dit que je peux demander. Oui, venez ça, avancez, là. Tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Et Quoi, mon papa?
N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Bonas, ou bien la fable du corbeau et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. Ce n'est pas là ce que je vous demande. Quoi donc? Vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là comme vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas bien recommandé de me dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa, je suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu? Non, papa. Non? Non. Assurément? Assurément. Oh, ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Ah, mon papa? Petite masque, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Mon papa. Voilà qui vous apprendra à mentir. Pardonnez-moi, mon papa, c'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Premièrement, il faut que vous ayez le fouet pour avoir menti. Et ensuite, pour le reste, nous verrons. Pardon, mon papa. Non, non, Pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. vous l'aurez. Au nom de Dieu, que je ne l'ai pas. Allons, allons. Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Oh là, qu'est-ce que... Louison! Louison! Ah mon Dieu, Louison! Ma petite fille! Ma pauvre petite fille est morte! Ah, chienne de verge! La peste soit des verges! Ah, mon Dieu! Louison! Ah, ma pauvre petite fille! Là, mon papa, ne pleurez point tant. Je ne suis pas morte tout à fait. Voyez-vous la petite rusée? Oh, ça, je vous pardonne pour cette fois, pourvu que vous me disiez bien tout. Oh oui, mon papa. Prenez garde, car voici un petit doigt que c'est tout, et il vous dira si vous mentez. Mais mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non, non, C'est mon papa. Un homme dans la chambre de ma sœur, comme j'étais. bien, Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à journée. ah, voilà l'affaire, eh bien, Ma sœur est venue après. eh bien, Elle lui a dit sortez, sortez, vous ne sortez, vous me mettez au désespoir. eh bien, Et lui, il ne voulait pas sortir. et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait tout ci, tout ça. Et quoi encore? Tout ci, tout ça, qu'il veut bien qu'elle était la plus belle du monde. Et quoi encore? Après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a point d'autre chose? Non, papa. Voici pourtant un petit doigt et qui me dit, qui me gronde quelque chose. Attendez, oui, oui. Voilà mon petit doigt qui me dit que vous avez vu quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Regarde. Ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Bon, nous verrons cela. Allez-vous-en. Et prenez bien garde à tout. Il n'y a plus d'enfants. Oh, que d'affaires. En vérité, je n'en puis plus. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. Oh. Eh bien, mon frère. Comment vous portez-vous? Ah, mon frère. Fort mal. Comment fort mal? Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. Voilà qui est fâcheux. Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah, mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là. C'est une impudence, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit 3 jours. Voilà qui est bien. Je suis bien aise de la force pour retenir un peu et que ma visite vous fasse du bien. Et voulez-vous que nous parlions un peu tous les deux? Un peu de patience, mon frère.
revenir. Attendez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton. Tu as raison. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. J'avais pensé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de cette Madame Turgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? Ce sera certainement plus heureux que ça. J'ai une imagination burlesque. Mais savoir faire et agissez de votre côté. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. De répondre sans nul erreur aux choses que je pourrais vous dire. Oui, mon Dieu, oui, voilà bien du préambule. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et l'ayant entendu le dit, car je ne compte point la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles. Et je ne doute point que par un esprit de charité, elle ne fut ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses. Oh, ça, nous y voilà. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, laissons-la. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts. Soyez certains, n'en parlons point et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Et sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille. Elle se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, mon frère, doit-il être ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère et pour elle et pour moi, et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison, si votre petite était grande, vous lui donneriez un mariage, un apothicaire. Mais pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours en pékiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Une grande preuve que vous êtes bien portant, c'est que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me concerne, et que Madame Turgon dit que je succomberais si elle était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, elle prendra tant soin de vous qu'elle vous enverra dans l'autre monde. Raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère, mais je ne vois point que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Ouais, vous êtes un grand auteur, je vois. Et je voudrais qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs-là pour rabaisser votre caquet. Et moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Et j'aurais aimé tirer un peu de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de
Molière. Ah, c'est un bon impertinent que votre Molière, avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer des personnes vénérables comme les médecins. Que voulez-vous qu'il y mette sur la scène? Que les diverses professions des hommes, on y met bien tous les jours, les princes et les rois, ils sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinent. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirais, crève. Ça t'apprendra une autre fois à te jouer de la faculté. Voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a pas recours au remède. Il a ses raisons pour n'en point pouvoir, car il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, qui ont de la force de reste pour porter leur remède avec la maladie. Et que lui n'a justement assez de force que pour porter son âme. Des sottes raisons que voilà, tenez mon frère. Ne parlons point davantage de cet homme-là, car cela m'échauffe la ville, et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre des résolutions violentes de la mettre dans un couvent, que pour le choix d'un gendre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit sur cette matière s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille. Parce que c'est pour toute la vie. Et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Ah, mon frère, avec votre permission. Quoi? Que voulez-vous faire? Je veux prendre ce petit lavement-là, ce sera bien. Vous vous moquez? Est-ce que vous sauriez être un moment sans lavement et sans médecine? Remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos. Madame Florent, à ce soir ou à demain au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer ainsi aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon tristère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, madame, on voit bien que vous n'êtes pas accoutumé de parler à des visages. Non, si je vais dire à madame Turcon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres. Oh, mon frère, vous aurez beau souci de quelques malheurs. Oh, le grand malheur de ne pas prendre un lavement que madame Turcon a ordonné. Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins? Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous auriez tant. Ah, Madame Turcon. Je viens d'apprendre de la part à la porte de Jolie Nouvelle qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on avait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Madame, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Un Christet que j'avais pris plaisir à composer moi-même, inventé, formé dans toutes les règles de l'art, et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Oh, mon frère. Leur renvoyer avec mépris. C'est lui. C'est une action exorbitante, un accompagnement contre la médecine, un crime de les facultés qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je recommence, que je ne veux plus
jamais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le flot du sac. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, puisque vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, puisque vous êtes déclaré rebelle au remède que j'ordonnais, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, la corruption de votre sang, l'âpreté de votre bile. Et je veux, avant qu'il soit un jour, vous devenez dans un état incurable. Ah, miséricorde! Que vous tombiez dans la Furgon! de la bradypepsie dans la dyspepsie. Madame La Furgon! dyspepsie dans la pepsie. Madame Furgon! La pepsie dans la dianterie. Madame Furgon! La dianterie dans la dysenterie. Madame Furgon! La dysenterie dans l'hydropésie. Madame Furgon! Et l'hydropésie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ah! Oh mon Dieu! Quoi qu'y a-t-il? Je n'en suis plus. Je sens déjà que la médecine se vend. Ma foi, mon frère, mais vous êtes fou. Ces maladies-là sur le cœur et... Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Je ne sais pas, un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Mais je ne le connais pas. Seulement, il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce serait là quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous voilà servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Oh, mon frère, vraiment, je ne peux plus supporter cette maladie. Encore, et vous en revenez toujours là. Ah, je ne peux plus maintenant. Monsieur! Agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir tous mes petits services pour toutes les purgations et les saignées dont vous aurez besoin. Monsieur, je suis votre obligé. Par ma foi, c'est effectivement Toinette. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur, mais j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens de la suite. Ne diriez-vous pas que c'est Toinette elle-même? Bon, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Moi, j'en suis surpris. Et... Monsieur, que demandez-vous? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi, non. Oh, il faut donc que les oreilles m'écornent. Mais demeure un peu ici qu'on voit comme ce médecin te ressemble. Ah oui, vraiment, eh bien j'ai affaire là-bas, je l'ai assez vu. Si je ne les voyais tous deux, je jurerais que ce n'est qu'un. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu que notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là. Et... Monsieur! Je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume.
cour. Cherchez d'illustres matières à ma capacité. Éprouver des malades dignes de m'occuper. Je veux des maladies d'importance, de bonne fièvre continue, avec des transports au cerveau, de bonne fièvre pourprée, de bonne peste, de bonne hydropédie, de bonne pleurésie, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonnés de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, afin de vous montrer l'excellence de mes remèdes et le plaisir que j'aurai de vous rendre service. Ah, monsieur, je vous suis fort obligé de toutes vos bontés. Donnez-moi votre pouls. Ah, je vais vous faire aller comme vous devez. Ouais, celui-là, bien pétillant. Ah, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Madame Turcot. Oh, cette femme-là n'est pas écrite sur les tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-elle que vous êtes malade? Elle dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Oh, ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble quelquefois que j'ai comme un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai parfois des maux de cœur. Le poumon. Et il me vient parfois dans le ventre comme des coliques. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Elle m'ordonne du potage, Ignorante. du veau, Ignorante. des bouillons. Ignorante. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorante. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du cru et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je peux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Monsieur, je suis votre serviteur. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais en votre place. Mais un bras? Voyez-vous pas qu'il dérobe toute la nourriture et empêche ce côté-là de se former? J'ai besoin de mon bras. Vous savez là un endroit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Mais crever un œil? Oui. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? Il dérobe sa nourriture. Ah! Voyez-moi. Faites-vous le creux
petits-hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Et jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Ah oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Oui, me crever un œil, me couper un bras pour que l'autre se porte mieux. J'aime autant que l'autre ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Allô, allô, je suis votre servante, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui me voulait taper le... Voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Oh ça, monsieur, puisque voilà votre Madame Burgonde brouillez-vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle un peu du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ah, je vous entends, vous en revenez toujours là. Et c'est ma femme qui vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et de voir que vous donnez les têtes baissées dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, monsieur, ne parlez pas comme cela. Il n'y a rien à dire sur madame. C'est une femme sans artifice, qui aime monsieur, qui l'aime. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Il est certain. Oh, monsieur, voulez-vous que je vous convainque et vous montre comme madame aime monsieur tout à l'heure? Monsieur, souffrez-vous que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur? Mais comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous là, tout étendu sur ce brancard, et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je vous montrerai la nouvelle. Vous, cachez-vous de ce qui. N'y a-t-il pas quelque danger à refaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Non, non, vous n'avez qu'à bien vous tenir comme ça. Et on verra plaisir à confondre votre frère. Mais j'entends madame, tenez-vous bien. Oh, mon Dieu! Oh, madame! Oh, fatal accident! Qu'est-ce, Toinette? Oh, madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Je me suis trouvée ici toute seule. Personne ne sait encore cet accident-là. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long sur ce brancard. Oh, le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Tu le sens, Toinette, de t'affliger de la sorte. Ah ben, je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Oh, ça va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que l'acier? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme, incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement, une médecine dans le ventre, sans esprit, ennuyeux, mouchant, toussant, crachant toujours, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit, servant tous ses valets. Voilà une belle oraison funèbre. Que tu m'avais exécuté mon dessein. Et tu peux voir qu'en me servant dans ses yeux, il y a des papiers, il y a de l'argent dont je peux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé auprès de lui sans fruit mes plus belles années. Oh, viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Doucement! Oui, madame la femme, c'est comme cela que vous m'aimez. Ah ah! Le défunt n'est pas mort. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Oh, par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. J'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mari.
du moins aveuglément, de vos intentions, et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez qu'ici je vous embrasse, que je vous témoigner de mon ressentiment. Je ne suis pas mort, pas. Tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis bien aise d'avoir vu ton don naturel. Oh mon père, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Monsieur, laissez-vous toucher à ces prières aux miennes. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Et qu'il se fasse médecin, oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même si vous voulez. Il n'y a pas de problème à cela et je suis prêt à bien d'autres choses pour épouser la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même? Mais oui! Voilà la bonne manière de vous guérir bientôt. Mon frère, je pense que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Oh, étudier, vous en savez bien assez. Il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, j'apprendrai tout cela. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec la robe et le bonnet, tout galimatia devient savant et toute sottise devient raison. Et tenez, monsieur, ignorez que votre barbe, et c'est déjà beaucoup, et la barbe fait déjà la moitié d'un médecin. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure pour faire la cérémonie chez vous. Cela ne vous coûtera rien. Mais moi, que dire, que répondre? On vous mettra par écrit tout ce que vous devez dire. Allez-vous-en vous mettre en habit décent. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin. Je veux que nous en prenions le divertissement ensemble et que mon frère y fasse le premier personnage, le cardinal qui avait Savantissimi doctores, quicit assemblati estis, salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Notre pondéré gardam, à non recevrez nostro docto corpore, quam personas capaciles. C'est pourquoi nunc cum vocati estis, et dono vobis ad interrogandum, ce savantem hominem que voici. Savanti bacheliero, domandavo causam et rationem, quare opium faci dormire.
donare, postea segnare, ensuite a purgare. Domanda pontivi, docte bachetero, quae remedia pulmonitis, trova propos facere. Glisterium donare, postea segnare, ensuite a purgare. Dignus descantare, in nostro doctor corpore. Iuras cartare statuta per facultatem id scripta. Jurons. Essere magnibus, remediabibus, od proviso ad bono. Jurons. De ne jamais te servirai que des remédis doctae facultatis, maladus dustil crovare mori suo malo. Jurons. Ego, cum istu prometto, venerabili et docto, Dono tibi et conseno, Virtutem et puissentiam. mendicanti, Taillandi, Pescandi, Filandi, Bouvandi, et Filandi pertotam terram. Grandes doctores doctrinae de la rhubarbe et du séné, honor, favor et gratia, qui dureront